le traitement. Il y a une grande différence entre le traitement tel qu'il devrait être fait et ce qui est possible. Et c'est un gros problème. C'est-à-dire que ce qui devrait absolument être fait pour des questions de maintien de l'habitabilité de la planète Terre ne sera probablement pas fait. Juste pour comprendre la dernière boucle de rétroaction, une fois qu'on secoue un peu trop le système Terre, qu'est-ce qui se passe au niveau matériel et énergétique au niveau de nos sociétés ? Alors, la descente énergétique et matérielle, en fait, elle vient plutôt d'une considération qui est la suivante. Aujourd'hui, il faudrait que nous soyons capables d'évaluer de manière précise, et on n'est pas capable de le faire de manière si précise que ça aujourd'hui, d'un côté, la pression exercée, ou les pressions exercées par les activités humaines sur le système Terre, et de l'autre côté, la capacité du système Terre à maintenir son homéostasie, et voilà, face à ces pressions. Et en fait, on n'a pas vraiment d'indicateurs pour ça aujourd'hui. Sur la première partie, on a plein d'indicateurs en fait qui se baladent, dont je me nourris beaucoup. Sur la première partie, les pressions exercées par les activités humaines sur la planète, moi je les range en 3 et éventuellement 4 catégories. Il y en a une, on peut éventuellement la découper en 2. En amont, ce sont les ressources qu'on prélève, et donc là, ce sont des activités extractives, soit extractives minières, issues de la lithosphère, des ressources qui ne se renouvellent pas, en tout cas pas à notre échelle de temps, et donc c'est un stock que l'on vide. Ou alors des ressources qui viennent de la biosphère, qui sont renouvelables. Voilà. Et ensuite, donc, on utilise ces ressources avec de l'énergie pour faire des biens, des services, de la nourriture et des infrastructures, enfin bref, ce sont les sociétés humaines et les activités humaines, et en faisant tout ça, les activités humaines, on va transformer une partie de la nature et on va détruire une partie de la nature. C'est pour ça que je dis, ça peut être soit une catégorie, soit éventuellement 2, on sépare transformation et destruction. Anthropisation quelque part et destruction carrément. Alors, sur la partie anthropisation, là, pareil, de l'autre côté, il y a une capacité de la nature à s'adapter, notamment la faune, la flore qui migrent, etc. Bon, bref. Et puis, ensuite, sur la partie destruction, là aussi, il y a une capacité de réagir de la nature, qu'on pourrait appeler l'autoréparation. Et puis en aval, on rejette des déchets et des pollutions. Et là, il y a également cette capacité, je parlais d'auto-épuration tout à l'heure, de la nature à absorber, à réintégrer à des cycles naturels ces déchets et ces pollutions. Il y a plein d'études, plein de données, il n'y a pas vraiment tous les bons indicateurs qu'il faudrait, mais aujourd'hui, les indicateurs composites, avec ce que ça a de bien et de pas bien, mais globalement, c'est quand même pratique. Les indicateurs composites dont on dispose, qui sont, malgré leurs limites et leurs défauts, les meilleurs, c'est pour évaluer la somme des pressions, l'empreinte écologique, et pour évaluer la capacité du système à soutenir ces pressions, la biocapacité, qui sont des indicateurs aujourd'hui qui ont été mis au point par le Global Footprint Network. Voilà. Et donc, sur les courbes que moi je présente dans mes conférences, il y a une courbe rouge qui est la courbe des pressions exercées, et la courbe verte, la courbe de la capacité du système à encaisser ces pressions. Voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est la chose suivante. C'est qu'aujourd'hui, d'après le Global Footprint Network, et d'après quelques autres études, et d'après beaucoup, on va dire, d'indicateurs par-ci, par-là, ce qu'on voit, c'est que la courbe rouge est au-dessus de la courbe verte. Et qu'elle l'est depuis une bonne 50aine d'années. Et ça, si on veut découper ensuite, pour être plus précis, entre ce qui se passe en amont, en aval et au milieu, ça donne quoi ? Ça donne qu'en amont, les ressources renouvelables, de toute façon, les ressources non renouvelables, on puise dedans, éventuellement on peut faire du recyclage derrière, mais les ressources renouvelables, c'est surtout là que c'est intéressant, issues de la biosphère, on est en train, pas pour tout et pas partout, mais de plus en plus, de les prélever à des rythmes qui sont supérieurs à la capacité de renouvellement de ces ressources. Voilà. Donc, une fois de plus, c'est pas le cas pour tout partout, mais quand même, c'est inquiétant à pas mal d'endroits. Deuxième dimension. Ensuite, je dis, on va transformer la nature. Bon, voilà, on va transformer à pas mal d'endroits aussi plus vite que la capacité de la nature à s'adapter. Là, notamment par le changement climatique. Si tu veux, les frontières entre les zones climatiques et donc derrière, ce que ça implique en termes de pédologie, les sols, en termes d'écosystèmes, etc. La flore, comment elle est capable d'évoluer ou pas, est-ce qu'elle peut suivre le rythme, remonter en l'occurrence par exemple vers le nord, etc., au bon rythme, etc. Les aires de répartition également de certains animaux changent, mais peuvent-ils changer puisque on a mis des routes partout, maintenant nous on est partout. S'il y avait personne, s'il n'y avait pas un seul homme, les animaux se démerderaient, mais là nous on est partout sur leur chemin. La flore peut-elle migrer assez vite, la faune peut-elle migrer tout court, etc. Gros problème. Troisième dimension, la destruction, on détruit, alors là, clairement, beaucoup plus vite que ça ne se répare. D'où l'effondrement de la biodiversité en cours. Et la quatrième dimension, qui est la pollution, là, c'est pareil. On pollue beaucoup plus vite.
que la capacité des systèmes à absorber ces pollutions. Et donc c'est pour ça que à tous les niveaux, la courbe rouge est au-dessus de la courbe verte. Je dis tout ça parce qu'il faut expliquer que lorsque la courbe rouge est au-dessus de la courbe verte, ça ne peut pas durer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas durablement détruire la nature plus vite que la nature répare. Qu'on ne peut pas durablement polluer plus vite que la capacité d'absorption des pollutions. À un moment, la nature est saturée de pollution et il n'y a plus de nature. Et à partir de là, c'est juste invivable. On a rendu la nature invivable. On ne peut pas durablement prélever de la nature plus que ce qu'elle est capable de renouveler. Donc, dans toutes les dimensions, il y a un moment où la courbe rouge, elle peut être transitoirement, temporairement au-dessus de la courbe verte, mais elle repasse en dessous. Et elle repasse en dessous quoi qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas. C'est pas une question de volonté politique. C'est pas une question de technologie ou que sais-je. Évidemment, nous avons des leviers politiques et technologiques à certains égards pour jouer dessus. J'ai pas dit le contraire. Mais ce que je veux dire, c'est que quoi que l'on fasse ou ne fasse pas, la courbe rouge repassera sur la courbe verte. Et c'est la raison pour laquelle, nécessairement, nous allons vivre une grande descente énergétique et matérielle. C'est-à-dire que notre capacité à prendre de la nature va s'amenuiser. Elle va au début se maintenir le plus possible pendant que la courbe verte se casse la gueule, et elle va finir par repasser en dessous. Au final, les deux courbes vont vers le bas. Nous aurons, en tendance longue, dans les prochaines années et décennies, et ça dépend de quoi on parle, où on parle, etc. Les dynamiques seront un petit peu différentes en fonction des choses, mais globalement, nous allons avoir moins d'énergie et moins de matières premières. Voilà, d'où la descente énergétique et matérielle. Il fallait, je pense, que j'explique tout ce qu'il y avait avant pour bien comprendre ces histoires de courbe rouge, de courbe verte, avant d'en arriver à ça. J'espère que c'est clair. Bon, maintenant qu'on a joué les docteurs et qu'on a fait le diagnostic de l'anthroposphère, quel est le traitement ? Bon, alors c'est pas comme s'il y avait une réponse simple. J'ai quand même évidemment, si tu me poses la question, c'est pas pour rien quand même. C'est parce que tu sais que j'ai réfléchi à ces questions-là. Le traitement. Il y a une grande différence entre le traitement tel qu'il devrait être fait et ce qui est possible. Et c'est un gros problème. C'est-à-dire que ce qui devrait absolument être fait pour des questions de maintien de l'habitabilité de la planète Terre ne sera probablement pas fait. En tout cas, comme la régulation, elle va pas venir de nous, elle va nous être imposée. Donc au final, qu'est-ce qu'on devrait faire ? Ce qu'on devrait faire, c'est baisser la courbe rouge, la faire repasser sous la courbe verte. C'est-à-dire que la priorité absolue, c'est faire repasser la courbe rouge sous la courbe verte au niveau planétaire dans toutes ses dimensions. À la fois en amont, au milieu, en aval. Donc c'est à la fois sur les flux extractifs, sur la transformation de la nature, sur la destruction de la nature qu'il faut jouer sur la pollution. Le changement climatique est un problème en premier ordre, un problème de pollution. Voilà, à la base, c'est juste pollution gazeuse, certains types de gaz qui détraquent le climat. Et donc au final, s'il n'y a pas redescente de l'empreinte écologique dans toutes ses dimensions sous la biocapacité, le système sera insoutenable d'une manière ou d'une autre. Là, il est insoutenable à différents égards. On pourrait imaginer résoudre le problème de soutenabilité du système dans un des registres, mais l'aggraver dans d'autres. Ce qui fait qu'au final, si c'est pas soutenable quand même. Ça va se casser la gueule d'une autre manière, peut-être un peu plus tard, des fois, peut-être pas, on verra. Ça changera la forme de la courbe, mais le résultat, c'est que de toute façon, c'est pas soutenable. Et si ce n'est pas soutenable, il va y avoir des gros problèmes. Très, très gros problèmes. Soutenable, en français, on l'a souvent soutenu par durable, donc c'est peut-être plus facile à dire avec le mot durable finalement en français. Si ce n'est pas durable, ça ne durera pas, ça va arrêter de fonctionner. Donc ça, c'est ce qu'on devrait faire. Maintenant, je vais être franc avec toi, c'est techniquement ou physiquement jouable, mais politiquement, culturellement, comportementalement, économiquement, géopolitiquement, ça va être chaud, mais c'est théoriquement jouable. Donc les médicaments existent. Alors, ok. Alors je vais développer une métaphore après, si tu veux bien. Si tu veux bien. Je développerai une métaphore. Et pas celle que j'utilise dans mes conférences. Enfin, si, elle est liée, mais une autre partie de la métaphore que j'ai pas souvent l'occasion de développer. Mais juste pour terminer. La seule manière que nous aurions éventuellement de nous donner une chance de résoudre ce problème, ce serait une descente concertée à l'ensemble de la planète. Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il y a un lien extrêmement fort entre les flux d'énergie et de matière, et notamment les combustibles fossiles, malheureusement, et derrière, ce que ça nous permet de faire
et notamment en termes d'efficacité énergétique sur pas mal de choses, la praticité d'usage, le côté stable et le côté puissant et condensé, la densité énergétique dans les combustibles fossiles, surtout le pétrole, et sont absolument, le package est absolument imbattable. C'est pas pour rien qu'on l'a développé à fond. Hein, c'est pas parce que c'était moins bien que les arbres à brûler, c'est parce que c'était mieux. Donc il y a d'autres choses qu'on a faites. Il y a pas qu'une seule technologie, mais ça va être dur de s'en passer. Et si on s'en passe, ça va changer profondément. Je l'explique dans mes conférences. Ça va changer profondément le visage de nos sociétés. Donc déjà, il faut accepter l'idée que nos sociétés changeraient profondément. Et un changement, c'est quoi? C'est notamment un changement des rapports de force. Et ça, ceux qui sont aujourd'hui au sommet des rapports de force n'ont absolument aucune intention d'imaginer qu'on pourrait remettre en question les rapports de force. En fait, il y a une question de puissance derrière. Notre capacité à avoir énormément d'énergie et de matières premières, c'est une question de puissance. Et c'est de la puissance économique et géoéconomique, et c'est de la puissance évidemment géopolitique, de la puissance en termes d'influence, de la puissance idéologique dans certains cas, et puis militaire, très concrètement militaire. Bon, eh bien donc personne ne va vouloir rogner sur sa puissance, surtout de peur que les autres en profitent. Si jamais ils décidaient de baisser tout seuls leur puissance, il y a un différentiel de puissance qui se crée et l'ennemi, entre guillemets, peut en profiter. Bah non, personne ne va vouloir aller dans ce sens-là. Et donc, à partir de là, on est dans une situation de patte. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, aux échecs. Patte. Personne ne va bouger un pion parce que le premier qui bouge a perdu. Donc, la seule façon théoriquement possible de s'en sortir, c'est en théorie des jeux, ce qu'on pourrait appeler un dilemme du prisonnier, avec évidemment autant de prisonniers qu'il y a de pays ou de décideurs ou de leaders sur cette planète, et de surcroît un dilemme du prisonnier répété, ce qu'on appelle. Et on a déjà utilisé ça une fois dans le passé, et ça a plutôt pas mal fonctionné, c'était pour la non-prolifération nucléaire. Pour la non-prolifération nucléaire, c'est ce qui s'est passé. Il était absolument exclu de demander à un pays unilatéralement de baisser, ou alors de dire il faut baisser, mais chacun fait ce qu'il veut. Non, il a fallu qu'il y ait un protocole qui soit mis en place, et ce protocole sous l'égide de l'ONU, avec des gens qui allaient visiter les installations, qui allaient constater, qui allaient faire des visites, etc., et qui régulièrement disaient bon ben voilà, chaque partie est descendu d'une marche, ok, on valide, et on répète le jeu, et on redescend, tous ensemble à chaque fois, avec un tour de piste, etc., pour vérifier que tout le monde a bien joué le jeu. C'est pas parfait, mais globalement, ça a plutôt bien fonctionné. Bon ben voilà. La seule et unique manière que nous aurions de gérer notre problème ici, c'est d'accepter et d'organiser une non-prolifération énergétique et matérielle globale. Diminution des flux amont, diminution de la destruction, régénération même, ou en tout cas, on laisse la nature se régénérer, et diminution des polluants derrière. Et donc, au passage, nécessairement, diminution de l'économie. Et donc, ça veut dire changer le système économique. Ça veut dire opérer des renoncements. Ça veut pas dire vivre moins bien, contrairement à ce qu'on nous raconte. Mais par contre, il faut réorganiser le système économique et social. Il y a des moyens de le faire, mais il faudrait qu'on le fasse tous en même temps. Sur Terre. Voilà. C'est la seule manière que ça marche. Donc, voilà, je termine. C'est théoriquement faisable. Et s'il devait y avoir une stratégie pour y parvenir, c'est celle-là. Tu y crois? J'y crois pas 3 secondes. Donc là, il s'agit de bien autre chose que simplement un arsenal. Il s'agit de revoir en profondeur à la fois nos modes de vie et sans que les gens y perdent nécessairement, même si, attention, ils vont perdre certaines choses. Mais ça ne veut pas dire qu'ils seront moins heureux ou qu'ils seront plus malheureux. Mais par contre, effectivement, ça veut aussi dire que nos dirigeants accepteraient qu'il y ait moins de puissance. Une fois de plus, la puissance, c'est relatif. On pourrait tout à fait imaginer tous diminuer homothétiquement, si tu veux, la puissance mondiale, ce qui fait que les rapports de force resteraient exactement les mêmes proportionnellement les uns aux autres, mais avoir une diminution globale. C'est ça l'idée, quoi. Donc on n'y perdrait pas en puissance relative, on n'y perdrait qu'en puissance absolue. Va expliquer ça à des crétins qui ne voient le monde qu'à travers, qui pissent le plus loin, quoi.